Bonjour, bonsoir. Bienvenue à tous ceux qui vont se connecter. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, me dire bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette table ronde, pour notre numéro 40 sur la ville de Paris, avec donc trois invités contributeurs avec nous ce soir pour discuter de Paris via le prisme de ces créatifs issus des mondes arabes. Pour tous ceux qui découvrent peut-être notre revue, Markaz, qui signifie le centre en arabe, nous sommes une revue culturelle et littéraire. Nous avons un numéro mensuel avec une thématique et nous publions également des récits, des essais tous les vendredis de chaque semaine. Nous organisons donc des rendez-vous en ligne. Nous avons un book club également en ligne. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première table ronde en français, de par le thème de notre numéro 40 sur Paris. Nous avons donc l'édito Pourquoi Paris, réalisé par Jordan El Grabli, qui est notre rédacteur en chef. Et nous avons le plaisir d'avoir trois de nos contributeurs aujourd'hui présents avec nous ce soir. Vous allez pouvoir rencontrer et poser vos questions. Nous avons Sacha Moujaes qui nous livre un récit depuis Paris, défaire les géographies coloniales avec Ariela Aïcha Azoulay. Colline Housset pour son dernier livre, Paris en lettres arabes, qui sortira aux éditions Actes Sud. Et Wanis El-Kabbaj, heureux comme un arabe à Paris. Notre plateforme a le désir de couvrir l'actualité littéraire, mais aussi d'être une plateforme pour donner une voix et de diffusion à tous les artistes et écrivains émergents. Et nous avons donc le plaisir d'avoir ce panel qui confirme nos choix. Je vais donc commencer par vous présenter Sacha, qui nous a livré donc ce portrait passionnant sur Ariela Aïcha Azoulay, avec son livre sorti La résistance des bijoux contre les géographies coloniales. Sacha est originaire de Beyrouth. Elle vit actuellement à Paris. Elle est diplômée de Sciences Po et de l'INALCO. Elle a pu se spécialiser en sociologie politique avec un intérêt particulier pour les mondes arabo-méditerranéens. Aujourd'hui, elle s'engage dans des projets associatifs au croisement des enjeux LGBTQ+, et des migrations. Nous sommes très heureux également d'accueillir Colline Housset, qui est auteure, commissaire et chercheuse indépendante spécialisée dans l'histoire culturelle de l'immigration maghrébine et proche-orientale en Europe, ainsi que dans les musiques du monde arabe, dont elle a écrit une anthologie. Nous la retrouvons aujourd'hui pour son essai Paris en lettres arabes, qui sortira le 5 juin 2024. Et nous avons Wanis El-Kabbaj avec nous, qui est un professionnel du marketing ouvert sur le monde, qui possède la double nationalité franco-marocaine, qui a grandi dans une famille férue de littérature autour de livres tels que Amin Malouf, Taha Hussein, Najib Mahfoud. Il a développé une profonde appréciation pour les récits puissants et nous livre un témoignage touchant de son père et de son histoire et de sa relation avec Paris. J'ai le plaisir de vous accueillir. Bienvenue à tous les trois. Je voudrais donc commencer cette discussion en vous posant la question de savoir votre relation à chacun avec la ville des Lumières. Comment vous aviez peut-être imaginé, quel était votre imaginaire autour de cette ville, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous,
et puis ensuite votre expérience en ayant chacun vécu sans y être né. Je laisse la parole peut-être à Sacha pour commencer. D'accord. Euh, Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et du coup, pour répondre à ta question, Sarah, pour ma part, je suis née et j'ai grandi à Beyrouth. J'ai fréquenté une école française à Beyrouth pendant tout mon parcours scolaire. J'ai évolué dans un milieu social dont les projections sur Paris et sur la France plus généralement sont très hétérogènes et très ambivalentes. On retrouve tantôt de la fascination, tantôt du mépris, parfois pour Paris et pour la France. J'ai grandi dans une famille où le français était très présent, qui n'était pas particulièrement francophile, ou en tout cas qui n'était où j'ai été sensiblement moins exposée à la culture française dans ma famille que d'autres amis d'enfance, par exemple, qui avaient des liens plus tangibles, on va dire, avec la France. Euh, et, euh, et, et du coup, moi, je n'avais pas mis les pieds en France ou à Paris avant mes 10 ans, je crois. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent parler de Paris et de la France parce que ma tante y vivait et y vit toujours. Et en fait, dans mon esprit d'enfant, qui n'avait aucune conscience de l'histoire coloniale qui lie la France et le Liban, et dans mon esprit d'enfant, en fait, qui était davantage imprégné du récit français à l'école, je pensais que la France et Paris, quand j'en entendais parler, faisaient partie du Liban. Et du coup, aujourd'hui, quand j'y repense, alors que je vis en France depuis 10 ans presque, je me rends compte de l'absurdité autour du fait d'avoir effectué toute ma scolarité à l'école française, apprendre l'histoire de la France, connaître Paris de loin, plutôt que d'apprendre l'histoire du contexte national dans lequel je suis née, national et régional, dans lequel je suis née, j'ai grandi, etc. Et donc, il y a à peu près 10 ans, alors que j'avais 17 ans, 18 ans, je me suis installée non pas à Paris, mais à Menton, pour suivre un programme de Sciences Po qui était axé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Et ensuite, 3 ans plus tard, je commençais mon master à Paris, toujours dans la même école, non pas par choix, mais par concours de circonstances. Et depuis, j'y vis toujours. Et en fait, mon ancrage à Paris, que je voyais initialement de façon circonstancielle, voire instrumentale, pour reprendre le terme d'Ariela Aïcha Azoulay, en fait, a progressivement fait sens. Donc, en vivant au Liban, je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer autre chose que des Libanais. Je pense que partir de ma région pour prendre un peu de distance, un peu de recul et finir par euh, re- me retrouver dans un contexte où je cherchais le moins de prétextes en fait à Paris pour me connecter ou me reconnecter avec mon arabité de façon inlassable et parfois obsessionnelle. Et beaucoup dû au fait que, en fait, quand on vit au Liban, on se retrouve un peu coincé entre la Syrie au nord et à l'est, avec bon, laquelle l'histoire moderne et contemporaine nous empêche de tisser vraiment du lien. Et du coup, à l'ouest, il y a la mer, au sud, il y a la Palestine occupée. Donc, en fait, on se retrouve complètement coincé, emprisonné, et même au sein même du territoire libanais où il y a une vraie ségrégation raciale et spatiale, par exemple, avec les populations palestiniennes qui vivent dans les camps de réfugiés depuis 1948. Et en fait, avec tout ça, on a systématiquement ou quasi systématiquement besoin de visa pour se déplacer au sein de la région, ce qui entrave beaucoup notre liberté de circulation au sein de toute cette région, ce qui altère vraiment notre compréhension de cette ère culturelle qui en fait est complètement morcelée. Et du coup, pour moi, être aujourd'hui à Paris, c'est aussi un peu une revanche sur le colonialisme européen qui a en grande partie contribué à fragmenter notre région. Et en fait, être arabe aujourd'hui à Paris, ça nous permet un petit peu de reconstituer quelque chose qui semble avoir été perdu, de faire corps avec des gens avec qui on partage des référentiels culturels ou linguistiques communs dans un contexte comme celui de la France. Et en fait, ma relation à Paris, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ma relation effective se construit de façon peut-être un petit peu moins joyeuse que Wallis, par exemple. Elle se construit beaucoup autour de l'émergence d'une culture nouvelle à part entière, une culture arabo-parisienne qui est plurielle, parfois joyeuse, mais aussi pleine de colère, d'incohérence, d'inconfort, comme le décrit très bien Colline dans son écrit, par ailleurs. Et c'est en fait une culture nouvelle avec laquelle on apprend à composer ou à négocier avec ce monde qui est profondément marqué en fait par les relations coloniales entre la France
et notre région. Merci. Donc, juste pour résumer, effectivement, de par tes études dans une école française, il y avait un peu cette facilité aussi de se dire, bah, forcément, on grandit, on sait qu'après, pour les études à l'université, on va aller en France ou au Canada, je ne sais pas, plutôt que d'aller effectivement dans les pays voisins. Oui, tout à fait. Après, c'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, commun à beaucoup de Libanais. Beaucoup de Libanais qui vont aussi dans des contextes plus anglo-saxons. Mais en tout cas, pour ma part, arriver en France et poursuivre mes études en France s'inscrivait dans une certaine continuité qui me semblait plutôt acquise, mais que j'ai appris au fil des années, et notamment grâce des écrits et des réflexions comme ceux d'Azoulay, m'ont permis en fait de comprendre que cette continuité naturelle n'était en réalité que euh, le résultat d'un long processus historique déterminant voilà, de mon expérience avec la France et Paris, du coup. Merci, merci. Je passe la parole à Colline. Alors moi, il se trouve que j'ai passé ma petite enfance à Paris, bien que je ne sois pas de Paris, comme énormément de Parisiens de longue date ou de passage, et que je n'ai redécouvert Paris finalement qu'à mon arrivée en master, à l'âge d'ailleurs qu'ont un certain nombre des auteurs que j'ai étudiés dans ce livre. Et en revanche, j'ai trouvé, enfin, finalement, mon premier grand souvenir de Paris est un souvenir vu de Londres, est un regard de Londres. Et c'est vrai que pour moi, ma ville, un peu ma grande ville, ma métropole, c'est Londres, dans laquelle j'ai eu l'occasion d'effectuer mon lycée, au lycée français. Et j'ai redécouvert adulte, à peine adulte, Paris pour la première fois. Donc en arrivant de Londres pour passer mon entretien à Sciences Po. Et je l'ai trouvé extrêmement provincial. Euh, Elle me semblait justement finalement que l'ombre de ce que Londres pouvait offrir. Et finalement, je me suis retrouvée à Paris un peu au début par défaut, parce que mes études m'y amenaient. Et j'ai toujours, pendant très longtemps, finalement, été dans une ambivalence entre Paris et Londres, entre la France et l'Angleterre. Donc entre deux cultures, finalement, une culture dans laquelle je suis née et une culture que j'ai acquise, une deuxième culture que j'ai acquise, donc la culture britannique, et à laquelle s'est greffée une troisième culture, qui est la culture arabe au sens extrêmement large, dans un vécu quasiment diasporique que j'ai commencé à connaître en France déjà, ça j'y reviendrai, mais également à Menton, où j'ai fait donc mes études comme Sacha, mais de nombreuses années auparavant. Et Menton qui a été extrêmement particulier dans le sens où, surtout pour les premières promotions, il, il a rassemblé, c'est un campus, une expérience universitaire qui a rassemblé des étudiants de tout le monde arabe. Donc nous étions au début du XXe siècle, en 2005, et finalement, on a vécu une expérience, on va dire, totalement pan-arabe, que certains peut-être avaient connu, nos anciens avaient connu dans les années 60-70, lorsqu'il y avait de véritables initiatives bon, politiques, partisanes, idéologiques, justement de créer un tout et de rassembler le Proche-Orient et le Maghreb. Donc c'est quelque chose finalement que j'ai expérimenté en France et que j'ai eu à cœur de retrouver et d'accompagner à Paris lorsque j'ai créé Oustaza à Paris, donc l'agenda culturel arabe en ligne de Paris et de la région Île-de-France, qui visait à montrer à la fois la diversité, le dynamisme du patrimoine et de la création intellectuelle, culturelle, artistique arabe. Quand je dis arabe, c'est vraiment, je fais un énorme raccourci identitaire, évidemment. Euh, et en même temps, mettre en exergue les liens profonds, historiques et contemporains qui existaient entre les différents territoires de la région Île-de-France. Donc à la fois une galerie d'art contemporain très chichi dans le 6e arrondissement et une salle omnisport dans la région parisienne qui allait fêter, par exemple, allait ramener plein d'artistes à Mazir pour fêter le Nouvel An à Mazir. Donc vraiment, décliner cette existence du monde arabe qui existe très peu ailleurs et notamment qui n'existe pas dans cette dimension-là à Londres, à Paris, voilà, via Oustada à Paris. Parfait. Wannis? Eh ben, moi, je suis le seul Parisien du groupe parce que je suis né à Paris. C'était un peu particulier. Je suis né à Paris, mais mes parents sont rentrés au Maroc quand j'avais
un an ou un an et demi. Donc, c'était une identité un peu de papier, mais j'ai grandi en étant avec le surnom du Parisien, dans la famille, dans l'école, etc. J'étais l'enfant né à Paris. Donc il y avait toujours cette espèce de projection, de lien un peu particulier en se disant, ben, c'est quoi Paris? Comment est-ce que ça fait partie de mon identité? J'ai étudié dans un lycée français. Ben, nous trois, en fait, on a étudié dans des établissements français à l'étranger. J'étais au lycée français de Casablanca, qui est un des plus grands lycées français du monde. Paris, dans l'article que j'ai écrit là, dans Demarca, je voulais parler ce que Paris représentait pour la génération de mes parents. Donc la génération post-coloniale, avec un Paris qui reste exotique, qui reste central, qui reste la métropole qui a impressionné les gens, etc., etc. Moi, j'appartiens à la génération d'après, qui est un peu plus décomplexée, qui est un peu moins fascinée. Qui a une envie de rapport avec Paris et la France qui est plus égalitaire. Et donc, c'est comme ça que je l'ai redécouvert. Je suis arrivé à Paris à mes 18 ans pour faire une classe préparatoire. J'étais au lycée Louis-le-Grand, donc en plein centre. Ma chambre avait vue sur la Sorbonne. Je suis passé à Henri IV, donc pareil, énormément d'histoire, passé tous les jours devant le Panthéon, je prenais un bus qui passait devant Notre-Dame, etc., etc. J'étais très exalté par la beauté de la ville, par les bâtiments, etc., etc. Et en même temps, une relation qui est pas facile. Quand on arrive en tant que Maghrébin, on est tout de suite considéré comme une espèce de minorité problématique. On a envie d'apporter quelque chose, mais en fait, les gens n'y sont pas forcément réceptifs. Et puis, on se heurte un peu à différentes formes de racisme. Qu'il faut processer et digérer. Donc Paris, ça a été ça. Ça a été aussi beaucoup de liberté, hein. Donc, c'est les 18 ans, le métro, se déplacer, avoir accès à énormément d'informations, avoir accès à beaucoup de culture, pouvoir se déplacer extrêmement facilement, découvrir des mentalités différentes, etc., etc. Donc, c'est quand même une ville qui est parmi les villes du monde qui vous submerge de culture. C'était le cas quand je suis arrivé, ça reste le cas aujourd'hui. Donc, dans ma vie, donc, j'ai vécu à Casablanca assez longtemps, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu aux États-Unis, à Atlanta. Et depuis mon retour en France, j'ai vécu pas mal à Marseille. Et je considère toute cette ville comme mes maisons, un peu my homes. Paris est un peu ma maison intellectuelle. C'est un peu la ville des idées, la ville de la lecture, la ville des pièces de théâtre, etc., etc. Donc, c'est un peu mon rapport à Paris. Il y a beaucoup à dire hein, sur ce sujet. C'est pas une question facile, mais c'est une ville avec laquelle j'ai certainement un rapport intéressant. Le fait d'avoir vécu à Marseille a rajouté une petite couche, la ville anti-Paris en France qui est un peu plus amusante et intéressante à cette relation. Oui, effectivement, Paris, mais c'est aussi voilà l'expérience française en tant que créatif issu de la diaspora, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Donc, effectivement, je pense que même à Marseille, venant de l'étranger, on peut vivre des mêmes émotions, de mêmes expériences que celles Mhm. à Paris. Très bien. Si vous voulez bien, on va passer donc aux questions par rapport à vos articles. Sacha, je voulais un peu revenir sur ta critique du dernier livre de Ariela Aïcha Azoulay et nous raconter peut-être comment tu as suivi un peu ces différentes interventions dans la ville de Paris et notamment ces derniers mois. Effectivement, elle a pu intervenir à plusieurs reprises, comme tu le mentionnes. Oui, alors effectivement, je l'ai vu à plusieurs reprises. Particulièrement en janvier, j'ai assisté à la projection de son film documentaire qui s'appelle Le monde comme un bijou dans le creux de la main, donc qui a été écrit et réalisé par elle. Et cette projection, elle avait été organisée aux Amarres dans le 13e arrondissement.
C'était une organisation, enfin une co-organisation entre Ciné Palestine et le collectif Les Femmes ont de la voix dans le cadre d'un festival qui s'appelle Regard sur Algérie et Palestine. Et en fait, c'est un documentaire extraordinaire que j'invite vraiment les auditeurs à voir. Et du coup, en fait, cette projection a été suivie d'une super discussion avec la réalisatrice elle-même, du coup, qui nous explique que ce documentaire entrait en dialogue avec, du coup, La Résistance des bijoux, qui est édité par une maison d'édition absolument fantastique qui s'appelle Roth Bokrik. Et du coup, vous trouverez l'analyse de cet ouvrage dans mon article qui a été publié par Malkaz dans ce numéro sur Paris en question. Et en fait, outre le fait qu'il m'ait appris beaucoup de choses sur les questions de pillage des objets pendant l'époque coloniale, les enjeux de restitution, voilà, qui sont des enjeux majeurs, notamment de tous ces objets qui habitent et qui abondent tous les musées européens, mais particulièrement Paris, avec le Louvre, le Quai Branly, le Musée de l'Homme. En fait, tous ces objets-là qui étaient soit des objets sacrés, ordinaires de la vie de tous les jours, soit des objets archéologiques, en fait, c'est quelque chose de très présent. Donc, à part ça, je me suis rendu compte à quel point la pensée d'Ariel Arecha Azoulay était en fait vraiment une grille d'interprétation qui permettait de comprendre cette espèce de système global profondément hiérarchisé, dont les héritages du colonialisme sont en fait incontestables. Et plus encore, c'est un cadre de pensée qu'elle apporte et qui présente en réalité des outils qui permettent de débloquer plein de petites réflexions qui, pour moi, ont pendant très longtemps été endormies. Et ça permet en fait de les activer et voilà, d'envisager une vraie réparation de toute cette période coloniale qui a provoqué des dislocations, des humiliations, qu'elle explique très bien à travers tous ses travaux. Et donc, pour juste moi, pour donner une petite introduction effectivement aux personnes qui n'auraient pas encore lu ton article, oui, effectivement, Ariela a un vécu personnel extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une juive algérienne qui a vécu l'exode vers Israël, ce qu'elle appelle la colonie de la Palestine dans son ouvrage. Et effectivement, de par son vécu et cette expérience des origines de ses parents, elle a vraiment une expérience, un témoignage de son vécu et ensuite, une fois passée à l'âge adulte, de cette critique toute l'éducation et de tout ce qu'elle a pu vivre. Voilà, donc c'était pour donner un peu ce contexte. ouais, merci pour cette introduction. J'aurais peut-être dû résumer l'article, euh, mais en tout cas, ce que je disais, c'est que euh, en fait, lorsqu'elle parle de l'amputation des Juifs algériens qui a été opérée par le pouvoir colonial français, leur arrachement du monde social précolonial en Algérie, en fait, pour moi, ça fait beaucoup écho aux politiques d'influence, par exemple, que la France a pu avoir dans notre région, par exemple avec les chrétiens du Liban moderne et contemporain, en particulier les maronites, par exemple, dans un contexte où la France s'est beaucoup appuyée pendant l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui, et continue toujours de s'appuyer d'ailleurs sur des communautés minoritaires pour en fait assurer une clientèle dans la région. Et donc, bon, l'Algérie, c'est différent. Ce qu'elle explique dans son ouvrage, c'est différent, mais il y a quand même quelque chose qui sous-tend, un mécanisme qui sous-tend tout ce qu'elle explique qui fait beaucoup écho. Donc, du coup, l'Algérie, c'est plus un processus de colonisation, de peuplement, où les Juifs algériens ont été naturalisés français, alors qu'au Liban, on est davantage sur une expérience de mise sous tutelle qui a été mandatée par la Société des Nations après des décennies, voire des siècles de rapprochement et d'influence dans la région et par le biais des communautés chrétiennes et particulièrement maronites. Donc en fait, on voit que ce processus-là qui se met en place, qui est un processus de relais, qui est un processus d'appui sur une communauté, qu'on perçoit, qu'on finit par percevoir et par intérioriser, tel que en fait c'est un corps étranger à son contexte et qui en fait est soutenu par le fait que le pouvoir colonial perçoit et percevait à l'école et perçoit toujours
ces communautés-là comme étant plus proches de la civilisation européenne dans un contexte de mission civilisatrice. Et en fait, pour moi, ce qui est très beau dans tout ça, enfin dans toutes les réflexions de cette grande intellectuelle, c'est que en fait, elle m'a permis de comprendre qu'en fait, quand je parlais de faire corps et faire communauté avec toutes les populations originaires de cette région à Paris, c'est pas seulement parce qu'on ressent une forme de familiarité ou de proximité du fait de la langue, de la culture, de la religion pour beaucoup, c'est aussi se rendre compte qu'il y a un dénominateur commun qui nous lie et qui découle de l'expérience coloniale. Et en fait, les expériences voilà, du coup, qu'elle décrit dans son livre et plus généralement dans l'ensemble de ses travaux, fait vraiment écho avec le Liban, pour moi en tout cas. Et du coup, toutes ces dissociations, toutes ces dissonances, toutes ces incompréhensions qu'elle évoque de façon tellement limpide dans son ouvrage, tous ces sentiments en fait de dislocation, d'incompréhension, de doute, d'hésitation, et ensuite de prise de conscience, tout ce qu'elle décrit sont des choses en fait que je ressens dans ma chair. Et, et sur lesquels j'ai réussi à mettre des mots, sur des processus et des ressentis sur lesquels j'ai réussi à verbaliser grâce à, voilà, grâce à ces écrits. Et tout ça pour dire que, en fait, elle nous donne vraiment des outils et des outils qui sont extrêmement précieux parce qu'ils nous permettent non seulement de comprendre et d'analyser notre monde sans jamais le prendre pour acquis, toujours en gardant à l'esprit les rapports de domination à l'œuvre, que ce soit dans le passé ou au jour d'aujourd'hui, mais c'est aussi des outils qui nous poussent en fait à les renverser parce qu'en fait pour elle rien n'est irréversible et ça fait beaucoup de bien. Donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir ou tenter de livrer une analyse de toutes ces réflexions-là qui pour moi sont révolutionnaires et notamment en France où il y a une vraie crispation autour des réflexions qui découlent des études postcoloniales. Oui, merci pour cette belle découverte et cet ouvrage de Azoulay que tu as traité de manière excellente. Nous allons passer à Colline et je voulais te poser la question de savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à cet intérêt pour la région du Moyen-Orient et du pan-arabe, avec cette première introduction avec l'expérience de Menton et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à vraiment vouloir te spécialiser dans cette région via la musique et puis aujourd'hui un peu nous expliquer la genèse par rapport au livre qui va sortir Paris en lettres arabes. Tu es en mute. Pardon. Mon histoire avec la culture arabe surtout, notamment maghrébine, a commencé bien avant mon temps. C'est une histoire d'enfance toute simple qui est celle d'avoir grandi dans la France des années 90, qui est une période, en tout cas dans mon souvenir, dans mon vécu, une période de banalisation du fait culturel arabe et notamment maghrébin. J'ai grandi dans de grandes villes comme au fin fond de la campagne, notamment en Ardèche. Et d'une certaine manière, euh, les individus, la culture de facto d'origine maghrébine pour l'histoire que l'on connaît, représentait une altérité proche. C'est-à-dire que voilà, il s'agissait d'une culture qui n'était pas identifiée totalement comme une étant une culture du cru, mais qui avait totalement sa place et qui était là, et qui était une culture du coup du quotidien. Et encore une fois, y compris dans des zones rurales. Euh, nous en discutions lors de la petite réunion de préparation, et c'est une histoire que je sors souvent, mais que je raconte souvent, mais qui me semble assez emblématique. La première cassette euh, audio que j'ai achetée le 21 juin 1996, donc ma mère nous emmène à la fête de la musique de la petite ville à côté de laquelle nous habitions, et la première cassette que j'ai achetée est Sahra de Cheb Khaled. Tout simplement parce que pour la petite fille de 9 ans que j'étais, voilà, la couverture était sympa. Monsieur avait une bonne tête. Et lorsque j'ai écouté cet album, qui reste par ailleurs un album excellemment bien produit, euh, voilà, c'est une musique qui, comme d'autres types de musique, m'a beaucoup parlé. Et encore une fois, les années 90, pour ceux qui l'ont vécu,
qui s'en souviennent, sont une période, évidemment, d'énormes tensions, d'énormes de structuration, de mobilisation contre les violences policières, contre leur racisme institutionnel en France, et est également une période encore une fois, de visibilité, finalement, à la fois de la culture beurre, dans ce qu'on a appelé la culture beurre, et également d'une culture musicale, notamment franco-algérienne, avec l'oreille également franco-marocaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Sautel Atlas, qui passait en boucle sur M6 Music, enfin, dont le vidéoclip passait en boucle. Donc il y avait vraiment une intégration, une présence tout à fait banale de ce fait culturel, du moins musical, auquel j'ai été particulièrement sensible. Voilà. Pour moi, ça a été vraiment une, une facette de la France et de la culture populaire et contemporaine française, au titre évidemment de bien d'autres cultures, à la fois des cultures régionales et des cultures euh, étrangères qui se sont établies au fil des décennies sur le territoire métropolitain. Voilà, donc c'est un peu la genèse de cet intérêt, un intérêt qui s'est poursuivi au fil des années et qui a pris sens, qui a pris corps lors de cette expérience universitaire que j'ai pu poursuivre lors de mes études à Damas, plus tard au Maroc. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment devenu finalement une troisième culture, une troisième langue. La langue arabe est devenue vraiment une troisième langue avec le français et l'anglais, à un point où même aujourd'hui, je suis actuellement en train de réapprendre la langue aussi, enfin l'une des langues de ma région d'origine qui est le breton, et vraiment dans mon cerveau, je mélange les deux et je n'arrive pas encore à faire de place, à détrôner entre guillemets l'arabe. Donc je parle un mélange arabe-breton, ce qui est assez étonnant, à la fois en arabe, à la fois en breton. Évidemment, pas grand monde comprend. Euh, voilà, lorsque je suis revenue à Paris, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu à cœur de mettre en valeur aussi ce lien avec un regard également d'une personne voilà, qui est originaire d'une culture et de communautés qui se sont émigrées à Paris. Donc, je parle évidemment ici de toute l'expérience migratoire bretonne, qui est un point par lequel d'ailleurs je commence ce livre. Et j'ai trouvé plus récemment dans mes recherches énormément finalement de liens, de connivence entre des expériences migratoires, absolument pas dans cette idée de faire une sorte de compétition, on va dire, de la souffrance, du racisme, de la marginalisation, mais en revanche d'utiliser finalement ce point de comparaison pour mettre en exergue le regard qui a été porté finalement sur des cultures, des communautés, des langues, des peuples qui ne faisaient pas partie de cette culture ascendante qui s'est extrêmement développée en France et dont Paris a été le symbole à partir du 19e siècle. Ça reste, voilà, évidemment, il y a énormément de choses dont Sacha parlait et qui résonnent avec un certain nombre de ressentis et de recherches que j'ai pu commencer à faire. Et pour revenir sur la jeunesse de l'ouvrage, l'idée était tout simplement de formaliser la quinzaine d'années que j'avais passées à vivre en tant qu'observatrice, parfois participante, et à chroniquer donc ce Paris culturel arabe. Plus largement, cette relation, comme le disait d'ailleurs Sacha, extrêmement ambivalente entre la France et le monde arabe. Dans les deux côtés, je parle dans l'ouvrage d'une si douce névrose. J'ai vraiment eu l'impression de faire une sorte de psychanalyse d'une relation toxique et névrosée entre la France et le monde arabe. Enfin, une sorte de vieux couple mal appareillé qui ne s'est jamais véritablement entendu, mais qui reste ensemble, bon an, mal an. Donc c'est vraiment cette ambiguïté finalement que j'ai voulu mettre en exergue à travers un regard donc, qui porte sur la présence des hommes et femmes de lettres arabes essentiellement à partir du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, et à travers cela également une analyse du rapport des périphéries au centre, en utilisant ici l'exemple donc des hommes et femmes de lettres arabes originaire donc d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sachant que j'aurais pu utiliser l'exemple également
d'hommes et de femmes de lettres provinciaux, entre guillemets, venant donc voilà, de toute région périphérique de Paris, et sachant que les périphéries de Paris, pendant très longtemps, ont commencé même au périphérique, tout simplement. Donc, que l'on soit du 93, 94, du 22, du 29, d'autres régions de France et encore plus loin, euh, notamment des anciennes zones d'influence, des anciennes colonies françaises, il y a toujours finalement ce regard, cette marginalisation qui a d'ailleurs même contribué euh, à la création de ce mythe, finalement, qui est Paris en tant que ville-monde. Et finalement, un centre ne peut exister que s'il est entouré de périphéries. Oui, et je voulais repartager ce passage de ton article qui revient un peu sur ce que tu viens de dire. Et donc, tu notes ce double paradoxe, celui français de la fascination envers la culture arabe et du mépris envers ceux qui l'incarnent, celui arabe de voir en la France à la fois le monstre colonial à combattre et le modèle de société et d'organisation politique à suivre. J'ai trouvé très fort. En Je- deux J'ai phrases. j'ai- j'ai multiplié les punchlines parce qu'évidemment, un des plaisirs de l'écriture. Merci. Alors, ouais, Wanis, tu veux nous amener un peu de douceur? Je vais essayer. Non, en fait, alors quand j'ai vu l'appel pour soumettre des articles, etc., pour le numéro spécial Paris, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'était d'écrire une lettre de rupture avec Paris, personnelle, hein, qui balance tout, qui dit, voilà, Paris, tu m'as déçu, c'est un couple qui avait tout pour fonctionner. Et Paris a exagéré dans un certain nombre de choses et je voulais tout balancer dans cette lettre. Et j'ai perdu mon père il y a 7 mois, donc je suis aussi en train de processer cet événement majeur dans ma vie. Et mon père avait cette relation très, très singulière avec Paris, vraiment une histoire d'amour qui a duré 70 ans. C'est un Marocain qui a grandi à Fès et qui a fait ses études à Paris, en prépa à Paris. Il a fait une grande école à Paris. Il a commencé à travailler à Paris. Et toute sa vie, il a gardé ce lien avec Paris, de revenir à Paris, de passer une semaine par-ci, une semaine par-là, aller voir des pièces de théâtre, se balader à l'Odéon. Il y a vraiment, enfin, les visites de Paris représentaient quelque chose de très, très important pour lui. Bon, c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément à la politique, qui s'intéressait énormément au monde contemporain. Je ne l'ai pratiquement jamais entendu critiquer Paris, jamais. Donc il y avait vraiment un rapport très, très particulier. Et voilà, je voulais apporter un peu cette douceur parce qu'elle existe, d'écrire des gens originaires du Maghreb ou originaires du monde arabe qui ont une relation différente avec Paris, notamment dans cette génération. Et il y a quelque chose qui m'obsède en fait depuis que je suis revenu en France. Donc j'ai passé 10 ans aux États-Unis où le rapport avec les communautés, la notion d'intégration, etc. est quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose qui se vit au quotidien dans les entreprises, dans les sociétés. Comment est-ce qu'on intègre les minorités latino? Comment est-ce qu'on intègre les minorités afro-américaines? Les minorités asiatiques, comment se passent les rapports, etc. Vivant aux États-Unis, j'ai été privé de Paris pendant quelques années et j'étais en manque de Paris. Et j'ai eu un voyage où je pouvais passer quelques heures à Paris. Et je suis arrivé à l'aéroport et vraiment, j'avais hâte de redécouvrir Paris, ressentir Paris, etc. Et je me souviens d'un énorme panneau de bienvenue à l'aéroport de Paris qui avait, mais je sais pas, 27 langues. Et il n'y avait pas l'arabe. Il y avait l'indonésien, il y avait des langues extrêmement exotiques. Il y avait évidemment toutes les langues européennes. Et il n'y avait pas la langue arabe. Et je me disais, mais c'est quand même dingue. Je veux dire, c'est une capitale arabe. C'est un lieu où les Libanais, les Algériens, les Marocains, etc. se retrouvent. Il y a une population
arabe qui est assez conséquente. Il y a une créativité culturelle, il y a une activité économique, etc., etc. Et cette présence est souvent poussée sous le tapis, un peu ignorée, un peu minimisée. Ça se passe dans les coulisses et elle a presque pas lieu d'exister. Et ce sujet me fascine, la visibilité des Arabes. Il y a des Arabes qui sont extrêmement visibles dans la vie française. Le délinquant de banlieue, le salafiste, terroriste, le parent excessif qui demande que sa fille porte la baya. Ça, on en entend parler extrêmement souvent. Mais il y a énormément d'Arabes autour de nous, tous les jours, qui sont des intellectuels, qui sont des professionnels, qui sont des bons parents, des bons Français, des bons citoyens, qui font plein de bonnes choses. Et ils sont, leur sous-représentation est absolument choquante dans une France qui se veut universelle et qui a un héritage absolument admirable. Et donc, avec cet article, je voulais montrer un arabe invisible. Quand mon père arrivait à Paris, il avait un béret, il se baladait dans les rues et je pense que personne ne l'imaginait autrement que comme un Parisien. Il y a énormément d'Arabes invisibles autour de nous et j'invite les gens à faire un peu plus attention dans le métro, dans les bus, etc., à remarquer ces Arabes invisibles. Et je pense que ça changerait un peu cette relation névrosée entre le monde arabe et la France, que juste de prendre ce recul et de se dire, mais ils sont où, qu'est-ce qu'ils font, dans quelle langue ils parlent, quelles sont leurs aspirations, etc. Très différent des petites minorités qui sont super visibles, hein, le délinquant de banlieue, le terroriste, etc., etc. Ah oui, donc tu avais une première envie beaucoup plus punchy et puis au final, bah, peut-être Ben, tu nous la partageras, un de ces quatre, on la publiera bah, également, cette un peu partagé, lettre-là. je l'ai un peu partagé ici, en creux. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à redire, il y a beaucoup de choses à arranger, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais je pense que voilà, la première chose, c'est de remarquer tout ce qui va bien et tous les Maghrébins qui sont intégrés, les Arabes qui sont intégrés, qui font partie de la vie culturelle, de la vie économique, de la vie intellectuelle française. Nos grandes écoles sont pleines d'Arabes. Enfin, il y a nos instituts, nos hôpitaux, nos cliniques. Enfin, il y a une vie arabe qui est très importante et elle mérite d'être valorisée. Donc, je suis très sensible à ce que Colline a fait, au témoignage de Sacha, à ce que de Marcaz Review fait pour notre culture. Il y a un vrai besoin de montrer cette vie, cette richesse. Et je suis ravi d'y contribuer d'une toute petite façon. Donc, tu y as déjà répondu, mais effectivement, j'allais te dire, est-ce que votre père n'a jamais émis de réserve par rapport à Paris et de ce que vous dites? Non, pas du tout. Il avait vraiment Je pense que son amour pour Paris était au-dessus de tout. C'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et je pense que son amour enfin, il a aimé Paris parce que Paris lui a ouvert l'esprit, parce que Paris lui a donné des horizons intellectuels bien plus larges que ceux qu'il aurait eus s'il n'avait pas découvert Paris. Et je pense que cet amour, je le partage. Mais chez moi, parce que je suis de la génération suivante, il se tourne en déception. J'ai envie de secouer Paris, de dire Paris, réveille-toi. Tu vaux mieux que les discours d'Éric Zemmour et les débilités qu'on écoute à la télévision. Tu as quelque chose à dire à l'humanité, tu as quelque chose à livrer au monde sur le rapport entre les cultures, le rapport entre les civilisations. La production actuelle du monde intellectuel parisien est très médiocre dans ce domaine. Je, j'adorerais qu'on revienne vers quelque chose d'un peu plus humaniste et d'un peu plus universaliste que ce à quoi on a droit actuellement. Si je peux me permettre d'intervenir, je trouve que Paris, encore une fois, en tant que mythe, est un excellent produit marketing. Et il y a vraiment eu ce travail d'ingénierie formel ou pas, voulu ou non, enfin clairement voulu,
orchestré et finalement aussi qui a pris sens, qui a pris forme, justement avec cette prophétie autoréalisatrice de Paris-Centre, Paris-Mythe, Paris espace de liberté. Et finalement, euh, il me semble, et y compris dans les témoignages que tu livres sur la relation de ton père vis-à-vis de Paris, qu'il y a une véritable projection, comme s'il s'agissait d'un idéal, mais d'un idéal en plus physique. Donc c'est magique et dans lequel on pourrait investir aussi euh, toutes les qualités et toutes les caractéristiques en fait qu'on aurait envie de voir ailleurs. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement rassurant de se dire dans mon pays, les choses ne fonctionnent pas très bien sur tel ou tel plan, mais il y aura toujours Paris. Et ça, c'est même quelque chose qu'on entend dans énormément de pays, y compris du monde arabe. Il y aura toujours Paris. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas chez certaines personnes une sorte d'aveuglement qui est à la fois est totalement compréhensible, de ne pas vouloir voir le côté plus sombre de Paris parce que justement ce serait la fin de tout repère et que finalement si Paris est aussi influente, aussi importante, même aujourd'hui malgré son image ternie, c'est en l'absence également d'autres idéaux, enfin d'autres lieux physiques de l'idéal. Alors, n'hésitez pas si vous avez une petite question pour vous trois, et puis également à tous nos auditeurs, si vous voulez poser vos questions, c'est le moment. Je vais lire le commentaire de Jordan El-Grabli, notre rédacteur en chef. J'ai toujours trouvé incroyable que la France se réclame de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et que l'on se demande si les Français se débarrasseront un jour de leur racisme à l'égard de leurs anciens citoyens coloniaux. Et également enfin, au-delà, on va dire, d'une expérience post-coloniale qui n'est pas digérée, sachant que l'expérience coloniale n'est même pas encore digérée, mais tout simplement, enfin, ce que je poserais peut-être, c'est cette question de euh, comment une identité française, même si évidemment les identités sont des constructions, les identités évoluent en permanence, mais comment une identité française, de surcroît une identité française moderne, celle qui s'est encore une fois établie à partir du 19e siècle sur des bases extrêmement monolithiques, un territoire, un droit, une langue, peut-elle s'ouvrir à l'altérité? Qu'il s'agisse encore une fois, d'une altérité, on va dire, indigène, qui sont la prise en compte des altérités locales et existantes, sur le territoire français et des altérités qui sont tout aussi françaises, mais qui sont, on va dire, d'extraction plus récente, telles que la culture ou les cultures arabes et maghrébines dans leur diversité. Je, il y a un article qui a été publié dans Le Monde aujourd'hui sur l'exode de Français d'origine arabe pour certains de confession musulmane qui, pendant très longtemps, justement, là, nous parlons d'élite, donc voilà, des personnes qui appartiennent aux élites culturelles, économiques françaises et qui décident en nombre assez important, on parle de milliers, peut-être de dizaines de milliers, de quitter une France euh, finalement face à un racisme qu'ils ont toujours combattu en disant à chaque fois non, mais ce n'est pas vrai, la France sait offrir, la France sait intégrer, il suffit de vouloir, etc. Et donc des personnes qui ont vraiment suivi des parcours, on va dire, exemplaires selon les règles de l'intégration et tout simplement d'une insertion sociale, quelle que soit l'origine, et qui finalement, confrontés à un racisme permanent à la fois de la société et de l'État, qu'il soit insidieux ou pas, et le plus souvent il est insidieux, décident de partir vraiment à regret, soit dans le monde arabe, avec lequel ils n'ont pas forcément toujours un lien extrêmement actualisé, si ce n'est à travers leur origine, sans forcément parler la langue, ou s'intéresser à la culture, ou partir dans d'autres villes européennes ou dans des pays anglo-saxons. C'est vrai que c'est une réalité, et en même temps, il y a justement un sentiment d'échec peut-être encore une fois, de ces vertus de l'universalisme dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée comme étant spécifiquement français. Jamel, Euh, oui, vas-y.
Oui, pardon, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, Colline. Effectivement, il y a ce modèle universel républicain, assimilationniste, intégrationniste qui se construit autour d'une neutralité, notamment blanche, mais également masculine, bourgeoise, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand, quand on prend du recul et quand on prend conscience de la place qu'on occupe au sein du territoire français, mais particulièrement à Paris, qui concentre beaucoup, qui connaît une forte concentration des populations arabes, en fait, on a l'impression de mener une forme de résistance face à un pays qui méprise le multiculturalisme et ce qu'on pourrait décrire comme séparatisme, c'est aussi pour nous des endroits sécurisés où on fait communauté, où on arrive parfois à comment dire, oui, à se protéger de ce climat systémique raciste ambiant qui en fait fait que, comme tu l'expliques très bien dans ton article, les gens vont et viennent. Le rapport avec la France, il n'est pas nécessairement linéaire. Il y a souvent des doutes, des hésitations qui font que parfois on se sent vraiment profondément mal dans un contexte aussi violent que celui-ci. Et pour lier un peu avec les travaux d'Ariela Azoulay, Ariela Aisha Azoulay, elle a un de ses, en fait, son documentaire sur les bijoux, c'est en fait la continuité d'un autre documentaire qui s'appelle Sans papier, désapprendre le pillage impérial, où en fait elle explique, elle met en confrontation en fait le paradoxe entre une histoire coloniale qui a été façonnée par la France et des récits dominants de rejet et de racisme, avec en fait une présence euh, éminemment tangible et concrète de ces populations-là dont on ne veut pas et qui sont pour certaines sans papier, enfin, qui se confrontent à des situations très compliquées de liberté de circulation au niveau des restrictions des demandes d'asile, du droit au séjour, du droit à l'immigration en général, et dont la présence, en fait, elle est, enfin, elle est éminemment tangible dans les musées européens. Et du coup, pour elle, ce qu'elle montre dans ce documentaire, enfin, c'est vraiment très beau, je vous enverrai le lien si vous voulez. Euh, Elle montre que finalement, on n'a pas besoin de se justifier et de passer par les méandres administratifs et euh, enfin, de l'administration française pour justifier de notre présence ici, mais qu'on n'a qu'à aller dans les musées et voir à quel point euh, notre présence ici, elle se justifie voilà, de façon essentielle. Oui, j'ai écouté hier l'humoriste Jamel Debbouze dans son dernier interview, qui garde cette croyance profonde que la France n'est pas raciste, euh, et qui avait cette jolie phrase en disant la France est une vieille dame qu'il faut juste rassurer. C'est une très très vieille dame qu'il faut juste rassurer. Et j'ai trouvé cette phrase venant de lui assez touchante. Moi, j'ai envie de rebondir sur ça et ce que Colline disait aussi d'espèces de utopie autoréalisatrice ou de promesses autoréalisatrices, fiction autoréalisatrice. Euh, un pays qui se veut universel doit avoir des fictions enfin, dans lesquelles qu'il projette et qu'il essaye de réaliser. Il y a une tangibilité à ça. Je veux dire, moi, donc mon premier rapport avec la France, et je pense que vous l'avez expérimenté, c'est l'enseignement français à l'étranger. Et il y a des profs à l'étranger, français, qui donnent énormément et qui changent la vie des enfants auxquels ils enseignent. Et il y a il y a une qualité, une générosité dans l'enseignement français à l'étranger
qui a une qualité qui est au-delà du post-colonial, au-delà de contrôler les esprits des élites futures qu'on cherche à garder dans le giron français. Il y a une vraie... il y a des gens qui y croient, il y a des profs qui y croient, il y a des institutions qui y croient, et il y a un impact réel sur le monde. Les instituts français font énormément de bonnes choses dans le monde. Et il y a une France qui est, enfin, c'est un des pays qui se veut universel, qui se vit universel et qui a eu des aspirations d'impacter le monde, qui prend les problèmes du monde comme étant ses propres problèmes, etc., etc. La France, il y a une France qui a cette qualité. Et c'est une France qui en ce moment souffre un peu et qui mérite d'être renforcée. Je pense qu'il ne faut pas l'ignorer complètement ou dire qu'elle n'existe pas, mais il faut trouver les moyens de remettre cette France à l'avant et minimiser celle qui est un peu plus vieille dame apeurée et traumatisée et qui a envie de s'enfermer chez elle et de rejeter tout ce qu'elle ne comprend pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse peut-être un petit mot de la fin à chacun. Et si vous avez une bonne adresse à partager d'un restaurant à Paris, nous avons déjà fait une shortlist où Sacha nous a partagé plein de bonnes adresses. Mais n'hésitez pas pour nos auditeurs à avoir une petite pensée. Euh, je peux vous conseiller un restaurant qui peut-être est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Paris euh, et qui fait entre autres l'objet d'un des épisodes de podcast que j'ai écrit et interprété pour l'Institut du monde arabe. La série s'appelle Le Paris arabe. Et donc l'un des épisodes de podcast à venir porte sur le Paris yéménite et qui se structure, qui se centre notamment autour d'un restaurant qui s'appelle El Hadramout, donc le nom de cette région du Yémen, et qui se trouve dans la galerie Berry Washington des Champs-Élysées, qui est au sous-sol, et avec une recréation un peu en carton-pâte de Bab Shams, Bab Shams, la grande porte de Sanaa, et donc qui est un restaurant yéménite créé par un yéménite de Djibouti, qui est un peu un lieu de rassemblement à la fois de la communauté yéménite parisienne, mais aussi voilà, de personnes du Golfe ou du monde arabe, de la Corne de l'Afrique, des personnes qui travaillent aux Champs-Élysées. Disons que voilà, ça donne lieu à un mélange humain qui est assez intéressant et, et qui fait appel, enfin, qui fait écho également à la grande histoire arabe des Champs-Élysées, qui est un sujet sur lequel je travaille pour une publication dans le monde diplomatique. Il ne faut pas oublier que les Champs-Élysées sont quand même un des grands quartiers arabes de Paris. Merci pour la recommandation. Moi, je monterai un peu plus au nord, dans le 18e, particulièrement la partie nord et nord-est du 18e, où on retrouve à la fois un restaurant traiteur palestinien, à la fois café culturel avec des événements culturels, une belle programmation culturelle, épicerie qui s'appelle Ordi Concept Store. Et c'est un lieu qui est assez chouette et qui permet de découvrir la culture culinaire et gastronomique palestinienne, mais pas que. Et sinon, vers chez moi, à Porte de Clignancourt, il y a, enfin, c'est davantage des recommandations d'épicerie que de restaurants, parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, sur le boulevard Ornano, il y a plein d'épiceries dites orientales, mais qui sont assez exceptionnelles pour retrouver
plein de produits trop chouettes pour faire la cuisine à la maison. Du coup, on peut trouver du pain libanais, acheter du foul, acheter du halloum, acheter des ra'at et qui permet un peu de retrouver les saveurs de, de la cuisine de nos familles et de nos restaurants dans nos pays d'origine. Et c'est très chouette de se balader sur le boulevard Ornano et de naviguer entre ces différentes épiceries et où il y a régulièrement aussi des marchés qui vendent des olives, des dattes qui viennent d'Algérie. Voilà. De quoi mettre en appétit, c'est bientôt là. Et Wani? Et pour ma part, ben, moi j'ai quitté Paris en 2009, donc j'ai pas de recommandation de restaurant existant. Mais je vais rendre hommage à un restaurant qui n'existe plus et qui a marqué beaucoup de gens, qui s'appelle le Diwan, qui était avenue Georges V. C'était un restaurant libanais très particulier. C'était avant la grande mode des restaurants libanais un peu partout à Paris. C'était une espèce de snack de grand luxe. Donc les gens étaient debout. Il y avait une espèce de désordre. Ça attirait tout le beau monde arabo-parisien, des Champs-Élysées arabes justement, des grands palaces, des gens qui venaient avec des accoutrements magnifiques pour commander un shawarma ou des choses assez, des sandwichs à emporter. Il n'y avait pas de file d'attente, c'était un peu bordélique. Et en fait, il fallait connaître les cuistots qui servaient. Quand cette relation était créée, la commande était bien plus facile. Et ça avait un autre. Alors, bon, la principale caractéristique, c'était que la qualité était démentielle. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui pleurent encore ce restaurant 10 ans ou 15 ans après qu'il est fermé. Et ça a marqué beaucoup de gens. L'autre caractéristique que je trouvais toujours extraordinaire, c'est que dans cette espèce de grand désordre, on pouvait commander n'importe quoi. Et puis on passait devant la caisse et on disait à la caisse ce qu'on avait pris. Et ils avaient une confiance absolue dans ce que ce monde fou venait acheter tous les jours. Je trouvais toujours ça très, très aristocratique et très, je sais pas, ça avait un panache particulier. Donc voilà, le D1, on ne t'a pas oublié. Merci des bonnes années que tu nous as offert. Merci à tous les trois pour ces belles recommandations. Je voulais juste vous parler de quelques actualités qui arrivent pour The Markaz. Nous avons donc un book club en langue anglaise. Notre prochain invité est Salah Abdo, qui contribue énormément pour la revue. Vous pouvez retrouver plein d'articles réalisés par lui-même sur notre site. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 24 avril, la semaine prochaine à 19 heures. Et ça sera animé par Rana Asfour, notre rédactrice adjointe. Je voulais vous faire un petit clin d'œil sur nos actualités de sortie littéraire. Le 7 mai sortira aux États-Unis Stories from the Center of the World, New Middle East Fiction, qui reprend les meilleures contributions de Marcaz depuis sa création il y a 3 ans. Et donc, nous espérons pouvoir le proposer prochainement également en version française. Et à l'automne prochain, Malou Alassa, qui fait également partie de notre équipe éditoriale aux côtés de Jordan, sont en train de réaliser une anthologie d'histoire palestinienne qui s'appellera Soumoud. Si vous aimez nos contenus, nos événements, n'hésitez pas à rester connecté en vous inscrivant à notre newsletter. Je remercie nos 3 contributeurs de ce soir. Ce fut un plaisir d'échanger, de partager avec vous. Et Un plaisir j'espère partagé. Un grand merci. pour nos auditeurs également. Bonne continuation à Paris ou ailleurs. Belle soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation.